Alors, notre prochain conférencier n'a plus besoin d'être présenté. Vraiment, si vous n'avez jamais entendu parler de lui ou que vous ne l'avez jamais vu, je pense que vous avez vécu sous terre dans les 10 dernières années. Dominique, c'est en fait la rockstar du droit et des technologies de l'information. J'attends encore que tu brises une guitare sur le stage. Dominique, c'est aussi le fondateur de Legal IT, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis donc très fière de suivre tes pas, Dominique, aujourd'hui. Dominique, c'est d'abord et avant tout un passionné. C'est un avocat dévoué. Dominique, c'est probablement le seul avocat que j'ai vu qui donnait une conférence par vidéo directement de son lit alors qu'il était en convalescence. Alors, pour ceux qui étaient au e-colloque, vous vous souvenez de ce moment mémorable. C'est ce que j'appelle du dévouement. Alors, pour ceux qui ont vécu sous terre dans les 10 dernières années, pour la petite bio, sachez que Dominique est expert en technologie juridique et en administration de la preuve électronique. Il est d'ailleurs associé délégué à la gestion de l'information et de la preuve électronique chez KPMG. Il est membre du comité éditorial de Sedona Canada. C'est d'ailleurs lui qui s'est chargé de la rédaction de la version française des principes de Sedona Canada sur l'administration de la preuve électronique. Il co-préside le comité consultatif des technologies de l'information du barreau de Montréal, ainsi que de la section de gestion de la pratique et des technologies de l'Association du barreau canadien. Il est également administrateur et membre du comité exécutif de l'Association canadienne du droit des technologies de l'information et il est membre du comité organisateur du American Bar Association Tech Show. Et il est père de 2 enfants et on me dit aussi qu'il peut marcher sur l'eau et changer l'eau en vin. Alors, Dominique va vous entretenir aujourd'hui de l'avenir de la profession et plus précisément de l'avocat en mutation. Alors, veuillez accueillir chaleureusement Maître Dominique Jarre. Merci beaucoup, Astrid. Félicitations aussi par le fait même à Astrid, au comité organisateur de l'égalité à l'HBM pour un 7e succès. Félicitations. Alors aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous dire qu'on est bon, qu'on est beau, qu'on est les meilleurs. En fait, je suis ici aujourd'hui pour vous lancer un cri du cœur. J'oubliais. Mes avocats m'ont suggéré de mettre un avertissement avant le début de ma présentation, vous avisant que bon, écoutez, j'aurais pu trouver cet avertissement-là en ligne sur Internet gratuitement ou alors au début d'une émission télévisée à Canal Vie. Mais je me suis dit que comme avocat, il fallait quand même que j'encourage mes consoeurs et mes confrères en leur donnant un petit peu de travail. Ils m'ont aussi demandé de vous faire signer le formulaire suivant. Mais ils ne rentraient pas dans le fichier PowerPoint. C'est pas fait pour ça. Ça prenait des feuilles format légal. Fait qu'ils vont être à la sortie. Vous ne pourrez pas sortir d'ici à moins de l'avoir signé. Et ils me demandaient d'attirer votre attention sur la clause suivante. Ils m'ont dit de mettre en majuscule pour être sûr. Alors, la morale de cette histoire, vous demeurez dans cette salle à vos risques et périls. Donc, je veux qu'on se penche sur l'évolution de la pratique du droit. Et pourquoi pas débuter pour ce faire par une comparaison d'hier à, j'ai écrit aujourd'hui, mais je m'aperçois avec du recul que c'est plutôt à hier aussi. Donc, au fil des ans, on est passé de Horace Rumpole, pour les gens qui écoutaient Rumpole of the Bailey, cette excellente télésérie anglaise, à
Erin Brockovich. Et évidemment, vous l'aurez tous remarqué, c'est du pareil au même. Bon, il y a certains changements, particulièrement au niveau des outils. Il y a une grande évolution. On est passé par la plume, on s'est rendu au stylo, on s'est intéressé aussi à la dactylo. Par la suite, on a eu l'ordinateur. Et plus récemment, on a le fameux iPad. Mais l'évolution la plus importante, cette révolution, c'est celle des taux horaires. En 1800, le taux horaire moyen de l'avocat était de 1 $ l'heure. C'était excessivement cher. Mon père me parlait que dans les années 60, il achetait un hot dog pour 10 cents. Là, donc, je suis à même de comprendre qu'un avocat à 1 pièce à l'époque, c'était prohibitif. À partir de 1900, grosse majoration, on parle de 10 $ l'heure pour les services d'un avocat. Et quand on arrive aux années 70, là, il y a une majoration importante des taux horaires. Et puis là, par le fait même, j'ai perdu ma colonne de gauche. On passe à la barre des 100 $ pour finalement culminer dans les années 2000 au chiffre magique de 1000 $. Il y a des avocats au tournant de l'an 2000 qui ont peut-être fait passer ça sur le dos du bug à New York, qui ont exigé la somme faramineuse de 1000 $. Et désormais, au Québec aussi, on a certains individus qui vendent leurs services pour la somme de 1000 $. Alors, quelles sont mes prédictions à l'égard des taux horaires? C'est qu'on va les voir décliner, péricliter au cours des prochaines années. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en exergue la réalité qui se cache derrière les taux horaires. En 1800, pour faire un travail minimal, on prenait 500 heures. Au tournant du 20e siècle, on a ramené ça à 300 heures. Et c'est ce qui justifiait la majoration des taux. On n'était plus obligé de se déplacer physiquement à la cour pour aller fouiller dans un greffe, aller trouver les jugements. On avait des bibliothèques où on conservait l'ensemble de la jurisprudence. Par la suite, on a poussé encore plus loin. Les avocats ont amené la bibliothèque chez eux. Ils ont commencé à avoir leur propre bibliothèque. Et ultimement, quand on est arrivé au tournant des années 2000, on avait accès à Internet et à un paquet d'outils de recherche, à des versions électroniques de la documentation qui, historiquement, étaient cachées dans des greffes. Donc, c'est ce qu'on utilise pour justifier la hausse des taux horaires, mais en même temps, ce que ça nous dit, c'est que le travail que l'on fait devient de plus en plus aisé. Et évidemment, on veut continuer à pouvoir faire de l'argent. Et c'est une des choses dont je vais vous parler dans quelques minutes. L'autre chose qui est intéressante, parce que je regardais la courbe des taux horaires au fil des ans, et ce que je me disais, c'est qu'elle semblait inversement proportionnelle au caractère noble que l'avocat avait au fil des âges. L'avocat, à une autre époque, était vraiment un noble au sein de la société, alors qu'actuellement, lorsqu'on regarde les professionnels les moins appréciés, les avocats se classent normalement relativement bien, parfois avant, parfois après les politiciens. Et à l'heure actuelle, j'ai une bonne nouvelle, on est deuxième dans la liste. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait ce caractère noble-là? Parce que dans ce temps, pour être avocat, il fallait savoir lire. Il fallait savoir écrire. Il fallait savoir s'exprimer en public, alors que la majorité des gens n'étaient pas capables. De nos jours, quand on regarde la pratique, alors que l'ensemble de la société utilise au quotidien les technologies pour faire leur travail, les avocats ne ressentent pas le besoin parce qu'eux savent lire, eux savent écrire, eux savent s'exprimer en public, mais ils ne savent pas utiliser les technologies de l'information, alors que l'ensemble de la population le fait avec grand aise. Je vous présente ma grand-mère. Et j'hésitais à vous présenter une de celles où on échange avec FaceTime, là, où on peut se voir. Et évidemment, les iPads, vous aurez compris le message subliminal que je vous passais, c'est fait pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser des ordinateurs. Alors, blague à part, c'était une pointe à quelques personnes dans la salle qui me connaissent bien. Où est-ce que ce constat-là, un peu catastrophique, nous mène? Est-ce que ça nous mène à l'impasse de l'avenir? Sans être cynique,
je crois qu'il y a des tendances lourdes qui se dégagent à l'heure actuelle. Dans les cabinets d'avocats privés, évidemment, hormis le moins grand nombre d'avocats qui sont nommés associés, ou alors d'associés avec participation qui deviennent associés sans participation, comment est-ce qu'on peut faire plus d'argent alors que les taux horaires ne peuvent plus augmenter? Comment est-ce qu'on pourrait justifier une hausse de nos taux horaires sans donner, et je cite, à sa profession un caractère de lucre et de commercialité? Je me suis beaucoup intéressé à ces termes-là, et lucre n'est pas défini à beaucoup d'endroits, certainement pas dans le code de déontologie, mais c'est une recherche avide du profit. Qu'est-ce que le caractère de commercialité? C'est la situation de commerçant. Alors, je m'interroge sincèrement à savoir comment est-ce qu'on peut respecter cette règle-là dans notre code, et si on doit la respecter, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour enlever le caractère de lucre et de commercialité que notre noble profession a adopté. Évidemment, la solution facile, quand on veut faire plus d'argent, mais que les taux horaires ne peuvent plus augmenter, bien, on peut augmenter le nombre d'heures facturées. Et quand j'ai commencé à pratiquer, on parlait de target annuel là, de 1200 heures. Après ça, on a augmenté subtilement à 1300, 1400, 1500, etc. Par le temps que je suis sorti de la pratique privée en 2007, on nous disait ben, la règle, c'est 1600, mais si vous faites 1700, c'est pas si pire. Alors, de nos jours, il n'y a plus beaucoup de cabinets qui se cachent. Le target dans beaucoup d'environnements, c'est de faire 2000 heures facturable par année. Ça, juste pour... puis je suis actuellement dans une firme comptable, donc je me suis amélioré beaucoup avec les chiffres. À l'époque, pour moi, 2000 heures, c'était... ça ne voulait pas dire grand-chose. En termes pratiques, ça veut dire 42 heures facturées par semaine pendant 48 semaines. Ça veut dire que, comme beaucoup de monde, vous prenez 4 semaines de vacances, là, mais vous facturez à toutes les semaines, sans faute, 42 heures. Avec respect, je n'y crois pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus demander davantage d'heures aux employés? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas hausser les taux horaires davantage? Et que les clients ne nous donnent pas plus de travail. En fait, les clients nous donnent encore moins de travail. Le petit graphique hautement scientifique que je vous ai fait ici, vous voyez l'influence de mes amis comptables maintenant. En 1980, là, le marché ressemblait un petit peu à ça. Il y avait à peu près une équivalence entre ce qui était internalisé et externalisé. Donc, les départements juridiques faisaient leur travail, les avocats externes faisaient leur travail. Et au fil des ans, ce qu'on a vu, c'est une tendance divergente où on a commencé à internaliser sans cesse davantage. Et quand on regarde à partir de l'an 2000, beaucoup d'internalisation par les départements juridiques. Donc, les départements juridiques, sous la pression des taux, entre autres, commencent à réinternaliser, embaucher des avocats qui coûtent beaucoup moins cher que d'externaliser le travail. Donc, réduction proportionnelle du nombre d'heures qui sont envoyées à des avocats externes. Autre réalité, externalisation. Et tant qu'on a un équilibre à ce moment-là, l'externalisation, c'est le travail qui est envoyé vers des cabinets externes. On voit une croissance qui est à peu près égale jusqu'autour des années 2010, où là, ça commence à être le retour du balancier qu'on ressent. Les entreprises, entre autres à cause de la crise économique, resserrent les taux, embauchent moins de personnes, ont moins de headcount en bon français qu'ils peuvent allouer, donc recommencent à externaliser. Par contre, là où il y a un élément où on regarde ça, puis on a la coupe aux lèvres, on se dit quelle bonne nouvelle, on commence à externaliser encore davantage, c'est quand on regarde où a lieu l'externalisation. Une grosse partie de l'externalisation qui a lieu au sein des entreprises de nos jours a lieu outre-mer. Dans des juridictions où on ne charge pas 1 000 $ de l'heure, dans des juridictions où on charge 20, 30, 40 $ l'heure. Donc, comment est-ce qu'on réagit? Puis pour regarder plus en détail, c'est le marché américain. Et vous voyez la croissance annuelle, c'est pas mal mieux que n'importe quel indice boursier. Au-delà de 30 % de croissance annuelle du pourcentage de mandats qui sont externalisés outre-mer. Cette réalité-là se réplique inévitablement au Canada, mais donc de 2010, où on avait à peu près 600 millions de dollars, on est rendu à pratiquement 1,2 milliard
de dollars de services juridiques externalisés outre-mer. Les juridictions principales sont l'Inde, Singapour, Israël. Et de façon assez intéressante, il y a quand même un petit 3% qui vient au Canada. Donc, le Canada est une juridiction perçue comme étant outre-mer, à tout le moins pour les Américains. Donc, comment est-ce qu'on peut hausser nos revenus quand les taux ne peuvent plus être augmentés, les employés ne peuvent plus facturer d'heures et les clients nous donnent encore moins d'heures? On fait faillite. Pour ceux qui ont suivi Dewey Leboeuf, la saga, c'est une faillite d'un des cabinets d'avocats qui avait connu le plus grand succès aux États-Unis. C'est une réalité qui se répète. Ça, c'est des gros. Il y en a un paquet qui disparaissent sans qu'on en entende parler au quotidien. Et ce que ça amène comme réalité, c'est que les cabinets juridiques eux-mêmes commencent à externaliser. Ils externalisent en ouvrant des cabinets dans d'autres juridictions ou alors en ayant des ententes avec des tiers. Plusieurs cabinets internationaux, dont certains qui font affaire au Canada, ont de telles ententes avec des cabinets étrangers pour réduire le travail et donc le coût total des mandats. Ce que ça implique, c'est que sur un mandat, par exemple, de 100 000 $, il y a 50 % de la job qui va être faite ailleurs et elle va être révisée ici pour s'assurer qu'elle soit conforme. Donc, du travail à ce stade-ci qui est encore relativement clérical, mais je vais vous parler dans quelques minutes d'une réalité qu'on voit et qui va faire très mal au cours des 5 prochaines années. On me dit souvent que l'analyse que je fais est un petit peu réductrice parce qu'elle omet la spécificité québécoise. Bien, on peut arrêter de se leurrer, là. La langue comme telle, hormis les petites transactions locales, les petits litiges locaux, la lingua franca, c'est l'anglais. Et donc, le fait qu'on soit au Québec et qu'on parle français n'attire pas de mandat. Au contraire, si on regarde le marché comme tel, ça fait fuir certains mandats. J'ai un background dans le domaine du litige et de nos jours, il n'y a plus d'entreprises qui choisissent d'avoir des litiges au Québec. Dès qu'ils peuvent, il y a élection de fort, élection de droit applicable, clause d'arbitrage. Donc, par tous les moyens, on tente d'éviter le Québec. Pourquoi? Bon, évidemment, on pourrait dire que c'est de la faute du droit civil. Je ne crois pas. Je crois que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que ça complexifie indûment des litiges qui peuvent avoir une portée nationale, voire internationale, et on se trouve à réinventer la roue dans une juridiction comme le Québec. Alors qu'au niveau mondial, il y a des lignes directrices qui se développent dans mon domaine, dans le domaine de l'administration de la preuve électronique. La seule province au Canada qui n'a pas utilisé à ce jour les principes de Sedona Canada sont le Québec. Bien, moi, je ne suis pas fier quand je vois qu'on s'inscrit en faux contre des tendances mondiales parce que je n'ai jamais vu une minorité réussir à participer à un mouvement de foule aussi important que la direction dans laquelle les règles de droit se dirigent. Il y a un alignement entre les règles de droit en Angleterre, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, dans les pays d'Amérique latine, dans le reste du Canada. Et pour une raison que je ne m'explique pas, le Québec semble maintenir et s'inscrire en faux. L'autre réalité qui nous rattrape, c'est qu'il y a seulement une infime partie du travail que l'on fait qui est notre protection, un acte protégé. Si vous allez lire le code de déontologie, là, vous allez voir que la protection derrière laquelle on se cache, à moins d'être proactif, est inutile. Il y a très peu d'actes qui sont réellement protégés. Et donc, on a un petit, puis là, je mets 20 % là, parce que quand je parle avec les gens puis qu'on fait des analyses, on s'aperçoit qu'il y a entre 15 et 25 % du temps d'un avocat qui est passé à faire du travail juridique au sens strict et qui est un acte protégé. Le reste du travail qu'on accomplit au quotidien, ce n'est pas un acte protégé. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que la niche de l'avocat va se rétrécir sans cesse et qu'au quotidien, il y a de nouveaux professionnels qui vont aller en prendre un petit peu plus, en faire un petit peu plus. Et je le dis de façon un petit peu plaignarde, dans le fond, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est nécessaire et c'est quelque chose qu'au lieu de regarder, de constater, on devrait l'embrasser, l'encourager pour en bénéficier. Donc, plutôt que de laisser des nouveaux compétiteurs venir chercher le marché qui historiquement est un marché juridique, on devrait s'associer ces potentiels compétiteurs, les intégrer dans nos structures pour justement être à même de réduire les coûts, rehausser l'efficacité. Et selon moi, c'est la seule façon par laquelle on va réussir à sauver notre noble profession. L'autre problème que je vois qui est assez important avec ce modèle-là, c'est que l'avocat
devient une police d'assurance. Et je ne parle pas à travers mon chapeau parce que je le fais au quotidien. On signe des mandats avec des clients de conseil dans le domaine des technologies où le mandat va avoir une valeur d'250 000 $ pour faire une analyse des besoins, faire une implantation des technologies. Dans le cadre de ce mandat-là, on va identifier 2, 3, 4 questions juridiques que l'on va poser de façon chirurgicale. Mais ces questions juridiques-là viennent endosser l'implantation technologique qui est faite et l'avocat va passer quelques heures à répondre à ces questions-là. Il va nous envoyer une facture de 5 000 $. Donc, si vous me dites dans un projet où, comme consultant, on facture $250 000 en matière d'acquisition de matériel, de logiciels, de formation au sein des entreprises, c'est un projet qui a une valeur d'1 million de $, d'être capable de passer le risque à un avocat pour la somme de 5 000 $ me choque. Parce qu'à chaque année, je paye une police d'assurance qui sert à couvrir des risques excessivement importants qui n'ont aucune commune mesure avec la valeur des services rendus. Et donc, vous l'aurez compris, je plaide subtilement pour une facturation liée à la valeur du service offert par l'avocat, plutôt que par un simple calcul bête qui dénie la nature du travail qu'on fait et qui est fondé simplement sur le taux horaire. Donc, cette réalité-là, les départements juridiques l'ont bien compris et ils l'utilisent à fond. De plus en plus, on voit des départements juridiques qui vont tout faire leurs recherches à l'interne, parfois par des non-juristes, et qui vont demander à un cabinet d'avocats externe, à très petit coût, de réviser et, dans le fond, d'apposer le sceau de l'assurance. Ils viennent d'accepter 100% du risque. Par contre, les départements juridiques ne sont pas à l'abri, parce que les départements juridiques aussi sont constitués d'avocats. Ces mêmes avocats qui font que cette réalité-là dans les cabinets privés existe. Voici le département juridique dans un écosystème non ébranlé. L'avocat, le conseiller général, a le contrôle parfait de l'écosystème juridique de son entreprise, localement, nationalement, internationalement. Jusqu'à ce que poigne à l'ombre un groupe de gestion des risques, suivi de près par un groupe de conformité, auquel s'adjoint la vérification interne. Le département juridique a perdu le monopole juridique qu'il avait. Pour quelle raison? Parce qu'un avis juridique en entreprise, c'est rarement utile. Un avis juridique en entreprise doit être opérationnalisé, il doit être implanté et les avocats, à ce jour, n'ont pas livré des solutions opérationnelles, ce qui requiert l'implication de tiers qui, à terme, acquièrent une connaissance juridique, abordent la question dans un environnement qui n'est non plus blanc ou noir dans le monde absolu des juristes, mais plutôt avec une approche de gestion des risques beaucoup plus pragmatique. Et les départements juridiques qui croissent à l'heure actuelle, qui ont du succès, sont ceux qui adoptent une approche de gestion de risque, sont ceux qui adoptent une approche de soutien aux unités d'affaires, pas seulement en mode réactif, mais aussi en mode proactif. À défaut, pour moi, les départements juridiques sont voués à l'échec et vont être remplacés par ces groupes qui sont composés de divers professionnels. L'autre réalité que l'on voit et qu'on constate, c'est que, un peu comme les groupes de technologie de l'information desquels je riais ou à propos desquels je m'attristais il y a un certain nombre d'années et qui étaient littéralement mis en tutelle sous le CFO, bien, on voit maintenant dans des multinationales, dans des entreprises canadiennes, dans des entreprises québécoises, des départements juridiques se rapporter au Chief Financial Officer. Pourquoi? Parce que c'est vu comme un centre de coûts en perte de contrôle. Un centre de coûts où les mandats sont envoyés sans qu'il y ait d'appel d'offres. Un centre de coûts dans lequel on ne vérifie pas le résultat pratique pour l'organisation des avis juridiques obtenus. Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme celui-là? On se fait mettre en tutelle et d'autres personnes prennent le contrôle. Lorsque d'autres ordres professionnels prennent le contrôle, c'est à leur avantage d'éliminer notre légitimité, oh my God, c'est un mot difficile, notre légitimité, dis-je, pour prendre notre place, prendre le pouvoir que l'on détenait autrefois. L'autre réalité, encore une fois, pour les départements juridiques, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, c'est la réalité de l'externalisation outre-mer. Tout comme pour les cabinets d'avocats, les départements juridiques ne sont pas à l'abri.
En fait, à l'heure actuelle, il y a nombre de multinationales qui sont allées chercher les meilleurs étudiants, principalement en Inde, et qui les ont amenés dans des universités américaines, des grands noms, des universités anglaises, des universités canadiennes, de renom, où on leur paie leurs études, où on leur paie le logement pendant la durée de leurs études, où ils vont passer le barreau local pour ensuite être rapatriés en Inde, où ils vont signer avec cette multinationale-là des contrats d'une durée variant de 5 à 10 ans, moyennant entre 30 et 50 000 $ par année. Faites des maths sur une période de 5 ans ou 10 ans, on parle au grand total de 300 000 $ pour 10 ans de service d'un avocat du barreau de Londres, pour 10 ans de service d'un avocat du barreau de New York. Aucun cabinet, aucun département juridique est capable de rivaliser avec une telle force de travail. Donc, j'ai pris à tout hasard la liste du bottin d'avocats du barreau du Québec pour voir où étaient les gens. Et au Québec, à l'heure actuelle, il y a très peu d'avocats qui se retrouvent dans d'autres juridictions. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des projets d'externalisation qui ont lieu à l'heure actuelle, à ma connaissance, qui ont été mis de l'avant il y a environ 2 ans. Donc, avant que l'impact de ces dizaines, de ces centaines d'avocats du barreau new-yorkais, londonien, québécois se fasse ressentir, on parle de 5 ans. Il faut être prêt à rivaliser, à gérer cette nouvelle réalité-là qui sera la nôtre. Alors, après vous avoir martelé, qu'est-ce que j'ai à proposer vraiment? Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'avenir devant nous? Ben, on innove, on bâtit une profession, on bâtit une nouvelle pratique. Bâtir une nouvelle profession, bâtir une nouvelle pratique, c'est justement être pratique, offrir des avis juridiques opérationnalisables. Et ça, c'est un constat que j'ai fait quand je suis passé d'un cabinet d'avocats au contentieux de Bell Canada, où je m'apercevais que je payais 50, 100 000 $ pour recevoir des avis juridiques. Et une fois que je les lisais, je me disais, « Now what? » C'était un document que je ne pouvais même pas traduire en termes communs à mon CFO, aux gens d'affaires au sein de mon organisation. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais appel à des consultants, à des tiers qui venaient appliquer le droit littéralement. Mais plutôt que de me donner un avis qui est un acte protégé, celui-ci, il faisait l'ensemble de l'implantation du projet qui avait un impact beaucoup plus important pour l'organisation et envers lesquels on était reconnaissant, avec lesquels on bâtissait une relation d'affaires, plutôt qu'une implication ponctuelle de l'avocat pour répondre à une question juridique, souvent un peu plate, un peu drable, qui n'ajoute aucune plus-value à l'organisation. Un exemple pratique, dans le domaine de la protection des renseignements personnels, beaucoup d'avocats émettent des avis juridiques. Afin de pouvoir conserver les renseignements personnels de vos clients, vous devez obtenir leur consentement. 30 000 $, merci, bonsoir. En termes pratiques, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au sein de l'organisation, je dois uniformiser mes contrats pour prévoir un consentement au sein du contrat. Je dois pouvoir le simplifier, mais aussi capturer le consentement. Peut-être en 2013, l'implantation d'une solution en ligne où les gens vont avoir un profil et qui vont accepter. Donc, je vais pouvoir journaliser ces transactions-là. Une fois le consentement obtenu, je vais devoir gérer mon information et on sait que le renseignement personnel doit être protégé. Donc, on va devoir sécuriser cet environnement-là. Où sont les avocats pour nous dire comment sécuriser les environnements? Où sont les avocats pour nous expliquer quelle est la meilleure façon, quelle est la pratique exemplaire à utiliser pour s'assurer en termes pratiques du respect des lois sur la protection des renseignements personnels? Donc, quelles sont les solutions? La première, qui ne date pas d'hier, c'est d'appliquer le Taylorisme. Qu'est-ce que c'est le Taylorisme? Ça date depuis 1880, c'est le prédécesseur du Fordisme. Ça vise une analyse scientifique, ça veut dire détaillée et rigoureuse, c'est ça qu'on dirait en droit, là. Des modes techniques qui sont utilisés afin de produire quoi que ce soit. Donc, on va se pencher sur les gestes, la fréquence de ces gestes-là, la méthode des gestes, pour établir la meilleure façon de faire les choses.
Ça va nous permettre de définir, de délimiter, de contrôler la façon dont les tâches vont être effectuées. Et ça va aussi, de façon corrélative, nous permettre de fixer des conditions de rémunération qui vont être plus en lien avec le travail effectué par chacune des personnes, plutôt que de parler d'avis juridiques, point, en cachant tout le travail qui existe vraiment derrière. Donc, revoir le modèle utilisé par les avocats. Donc, c'est vraiment une approche de gestion de projet. Et là, encore une fois, quand je dis approche de gestion de projet, là, on a tous le complexe de Dieu, un petit peu comme avocat. On se dit, si quelqu'un d'autre est capable de le faire, moi aussi, je peux le faire. De la gestion de projet, on n'apprend pas à faire ça à l'université en fac de droit. On l'apprend encore moins au barreau, à l'école du barreau. Il y a des spécialistes qui sont formés en gestion de projet, puis leur temps coûte pas mal moins cher que celui d'un avocat. Donc, quand je parle de faire de la gestion de projet, c'est d'impliquer un gestionnaire de projet qui va vous accompagner, qui va regarder ce que vous faites, comment vous le faites, qui va le documenter et qui va vous fournir des recommandations pour optimiser vos façons de faire, pour automatiser vos façons de faire. Ce que ça va vous permettre de faire une fois que vous gérez de façon scientifique les services que vous rendez, c'est de pouvoir analyser les données que vous avez amassées. Trop souvent, quand je parle aux avocats de la possibilité non plus de facturer à taux horaire, mais de facturer, par exemple, à forfait, ils me disent « Ah, mais tu sais, les litiges, c'est tout différent, puis rédiger un contrat, puis une transaction, c'est toujours différent. » Bien, il n'y a pas beaucoup de domaines d'expertise dans lesquels chaque cas n'est pas un cas de figure. C'est un leurre de se dire qu'ils sont tous différents. En fait, ce que l'on dit, c'est « J'ai vraiment peur du risque. Ça fait des années que je gère mal ma pratique, fait que je ne suis pas capable d'aller regarder dans le passé un dossier que ce profil-là me prend combien de temps et me coûte réellement combien, donc combien je pourrais le vendre au client. » C'est ça la réalité. C'est que l'information n'est pas agrégée, n'est pas colligée, et donc on n'est pas capable de sortir des tendances où on pourrait se dire une injonction pour une entreprise québécoise qui fait affaire à l'étranger, qui a des actifs d'une valeur de XY, qui est lié à un employé qui a quitté l'organisation et qui sollicite des clients. J'en ai fait 150 au cours des 30 dernières années et en moyenne, ça me coûte à peu près tant. Et là, il y a un exercice de calcul du risque qu'on est prêt à prendre. Et je vous dirais, généralement, lorsqu'on fait des tests avec des modèles vérifiés, on s'aperçoit que le risque comme tel est souvent surévalué au jour 1, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'à terme, ça veut dire qu'on fait plus d'argent que le temps qu'on a vraiment passé dedans. Donc, l'autre bénéfice, c'est la capacité de déléguer de façon optimale, mais aussi d'identifier les endroits dans nos processus où on pourrait automatiser, où on pourrait adopter la technologie. Je vous présente ici une du New York Times qui commence à être vieille, là, mais que j'aime particulièrement, où on nous dit qu'il y a une armée d'avocats très chers qui ont été remplacés par des logiciels. Bien, ça, c'était en 2011 et le rythme s'accentue à l'heure actuelle. On peut penser pour des technologies qui, selon moi, auraient dû être adoptées par les avocats à la fin des années 90 et qui ne le sont pas encore aujourd'hui. Un exemple, des logiciels comme Dragon Naturally Speaking, dictés à son ordinateur. Pourquoi des avocats dictent encore dans un dictaphone où ils doivent téléverser le contenu sur un serveur que leur assistante va chercher, qu'il tape, qu'il imprime, l'assistante ramène, corrige sur papier, retourne à l'assistant? C'est d'une aberration affolante, surtout quand on charge 1 000 $ de l'heure. Dicter à son ordinateur, ça fonctionne. Je le fais depuis des années. La technologie, je dois dire, n'était pas à point à la fin des années 90. Elle l'est aujourd'hui. Un autre exemple, l'automatisation documentaire. Vous générez des contrats. Il y a un historique de contrats. Vous êtes capable d'automatiser et de faire générer ces contrats-là par d'autres sources, des parajuristes, des assistantes administratives, dans la mesure où vous leur fournissez des outils où ils vont avoir un logiciel d'aide à la décision et où, qui plutôt composer un contrat, vont répondre à des questions concernant la nature de la transaction et qui va générer un projet que vous pourrez ensuite, comme avocat, vérifier. En matière de marketing, adopter les médias sociaux. En matière de révision documentaire, utiliser la technologie de laquelle on parle ici pour faire réviser par une machine les documents qui semblent être pertinents. Pour ceux qui font des due diligence dans la salle puis qui passent des semaines abrutissantes à réviser des documents à la recherche des mêmes clauses tout le temps. On cherche les clauses de terminaison, les clauses MAC, on cherche les clauses monétaires. Les logiciels sont à même de retrouver cette information-là. Vous pesez sur Play un soir avant de partir du bureau, vous revenez le lendemain matin, vous avez une liste parmi les 100 000 documents que vous aviez, des documents qui semblent contenir ce que vous cherchez. Mais dans un modèle comme celui-là, les avocats actuellement ne désirent pas l'adopter. Pourquoi? Parce que ça leur vole des heures facturables. Mais si l'avocat facturait le même montant d'argent pour travailler la moitié du temps, on n'aurait plus besoin de conférences sur l'équilibre travail-famille.
bon, sont fort intéressantes. C'est souvent dans celles-là qu'on fait les plus heureuses rencontres. Mais l'autre réalité quant aux technologies, c'est que le modèle de la facturation horaire brise la capacité de l'avocat d'utiliser les technologies. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'implanter, ça coûte quelque chose, et ce n'est pas le client qui va le rembourser, mais aussi, ça prend du temps à apprendre à utiliser la technologie. Et encore une fois, ça, ce n'est pas du temps facturable. Donc, ça demande un investissement de la part des avocats qui, justement, à cause du modèle de la facturation horaire, ralentit l'adoption. Si on facturait à forfait, si on facturait à la valeur, on inclurait dans notre prix initial le temps que ça va nous prendre pour investir dans une nouvelle technologie, apprendre à l'utiliser, la maîtriser de façon optimale. Donc, en 2 mots, votre plus important ennemi, c'est la technologie. Mais comme Rage Against the Machine me l'a appris dans mon adolescence, know your enemy, puis on va être correct. Mais il doit aussi être votre allié le plus important. Ça, c'est la logique de « if you can beat them, join them ». Et pour vous montrer à quel point, malgré notre complexe de Dieu avec lequel on vit tous, somme toute, assez bien, je veux vous rappeler que Kasparov, qui, avec respect pour vous tous, a sans doute une intelligence équivalente à la moyenne de la salle mis ensemble, s'est fait battre par une machine, Deep Blue, en 1997. Ça fait 16 ans. La technologie n'a pas cessé d'évoluer. Vous connaissez sans doute la loi de Moore. Il y a un paquet d'autres lois qui s'appliquent dans le domaine des technologies qui, en termes pratiques, multiplient par 2 à chaque période de temps. Donc, les capacités de Deep Blue sont maintenant décuplées. Et on a pu le vérifier il y a quelques mois, où Watson, la nouvelle version de Deep Blue, a battu les champions historiques de Jeopardy. C'est sûr parce qu'il y avait beaucoup de détracteurs qui disaient c'est certain que Deep Blue était capable de battre Kasparov parce qu'il évoluait dans un environnement structuré qui était limité. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était calculer des millions de possibilités en quelques secondes. Lorsqu'on est arrivé avec Deep Blue dans un environnement, avec Watson, dis-je, dans un environnement de Jeopardy, on demande à la machine de comprendre l'humour, de comprendre les jeux de mots, d'être capable de formuler une réponse qui commence par « qu'est-ce » et de formuler une question en réponse à l'affirmation. Donc, on parle d'intelligence artificielle très avancée. Ces technologies-là sont utilisées déjà, entre autres par le FBI, la CIA, les services de renseignement pour vous surveiller au quotidien, mais au-delà de ça, dans le domaine juridique, plusieurs entreprises utilisent ces outils-là dans des dossiers où il y a des grands volumes de données à traiter. Tout ça en mettant de côté les avocats. Et encore une fois, les avocats regardent cette technologie-là d'un mauvais œil en se disant « ça vole nos jobs ». Pour moi, l'avocat doit asservir cette technologie-là, doit l'adopter, doit l'utiliser plutôt que de laisser des non-juristes se l'approprier et s'approprier leur marché par le fait même. Pour terminer, puis je ne l'aurai pas suffisamment répété, à mort, l'heure facturable. À mort, l'heure facturable. Réduire le nombre d'heures facturables, ça permet de développer une relation client saine. Parce que quand notre client est assis à côté de nous autres, il ne nous regarde pas en faisant 200, 300, 400, 500. Il nous laisse parler, il nous parle, il nous écoute, on a le temps de l'écouter. Ça nous permet d'embaucher puis de déléguer à d'autres personnes parce qu'on n'est pas contraint de facturer 2000 heures, même comme associé dans un grand cabinet. On peut demander à des ressources juniors sous notre supervision de faire ce même travail-là. Pour le client, il n'y a pas de différence. Parce qu'ultimement, on va vérifier, on va revoir le travail qui a été effectué. La capacité de facturer à forfait nous permet d'hausser l'efficacité, comme je le disais tout à l'heure, d'investir dans la technologie, d'investir dans la formation, de favoriser l'adoption des technologies et l'automatisation de notre pratique. Les tâches finissent par se faire plus rapidement et encore une fois, je vous prie de ne pas le prendre du point de vue de l'avocat, mais du client. Plutôt que de prendre 3 mois, ça peut prendre 2 semaines. Ça ne veut pas dire moins d'argent. Ça veut dire autant ou peut-être un peu moins d'argent, beaucoup plus rapidement. Ça veut dire qu'on a une marge de profit plus importante et des temps libres pour améliorer notre façon de faire. Je vous laisse en vous invitant à vous approprier le système juridique et judiciaire.
Ils vous appartiennent. Attendez pas que ceux qui vous précèdent le fassent changer. Ils ont eu la chance de le faire, ils ne l'ont pas fait. N'attendez pas d'obtenir la sanction d'organismes publics, parapublics, réglementaires, professionnels, judiciaires. Leur nature même et leur constitution assurent le maintien du statu quo. Attendez pas la perfection pour innover. Avancez de façon itérative. Ayez pas peur de l'échec. Lancez-vous. Mon expérience, c'est qu'on apprend beaucoup davantage lorsqu'on n'a pas de succès que lorsqu'on en a. Et c'est toujours plus facile de s'excuser. Je m'excuse. On a quelques minutes devant nous s'il y a des commentaires, des questions, des tomates. Merci. Qu'est-ce qu'il y en est du transfert de responsabilité quand notre ordinateur, quand on appuie sur le bouton pour une vérification de documents puis qu'on s'en va à la maison, profiter du temps de qualité avec la famille là, pour reprendre vos propos? Parce que si l'ordinateur effectue le travail ou qu'il y a un problème quelconque, la responsabilité n'en demeure pas moins ou n'en repose pas moins sur nos épaules? Tout à fait. Puis c'est une réalité qui a été vérifiée à plusieurs reprises dans des contextes scientifiques où on a, parce que dans votre question, il y a une prémisse qui est assez importante, c'est que l'être humain fait un meilleur travail que la machine. Or, ce qu'on a vérifié, c'est que dans beaucoup de cas, la machine fait un meilleur travail que l'être humain. Parce que la machine travaille de façon égale à temps plein. Elle n'a pas besoin de dormir, elle ne subit pas de fatigue, elle ne subit pas de stress extérieur, elle n'a aucune forme de divertissement autre que la tâche qu'on lui a assignée. Et la machine va constamment s'améliorer. Donc, au jour 1, un peu comme Dragon Naturally Speaking, qui est un bon exemple pour ceux qui l'ont essayé, il faut d'abord l'éduquer. Au début, il fait quelques erreurs, éventuellement, il en fait de moins en moins. Puis après plusieurs années, il n'en fait plus pantoute. En fait, on dirait qu'il devine pratiquement ce qu'on s'apprête à dire. Même chose pour les logiciels liés à la révision ou au traitement, à l'automatisation documentaire. Ces machines-là s'améliorent constamment. Et quand on vérifie la qualité du travail de l'être humain versus celui de la machine, puis je peux vous référer, il y a des travaux qui ont été faits par le eDiscovery Institute aux États-Unis. KPMG a sorti un white paper sur le sujet il y a à peu près 2 ans, puis on s'apprête à en sortir un autre. Puis j'en profite pour vous le mentionner. Ce que l'on fait actuellement, un des projets de recherche et développement qu'on fait, c'est d'identifier dans des très gros volumes de données, on parle de téraoctets de données, donc de millions de documents qui pourraient remplir la salle ici au complet. En quelques jours, on est capable de traiter l'ensemble d'informations pour identifier les documents qui contiennent des renseignements privilégiés. Et là, évidemment, ce n'est pas basé sur l'usage du terme confidentiel ou quelque chose comme ça. C'est le concept même de privilège que la machine arrive à comprendre. Et on a fait ce travail-là en comparaison avec des avocats qui ont révisé pendant des semaines ces documents-là pour faire un jugement quant au caractère privilégié ou non privilégié des documents. Et à tous les niveaux, en ce qui a trait au positif, au vrai positif, au faux négatif, au faux fautif, en tout cas, je ne sais pas lequel j'ai oublié, la machine surpasse systématiquement l'être humain. Et ultimement, je vous dirais, il y a toujours la logique de la proportionnalité. Si on est capable d'atteindre 80% du résultat en 20% du temps, je pense que c'est la façon de faire, y compris dans le domaine juridique, puis on doit mettre de côté la quête de l'absolu. Vous nous avez beaucoup parlé de la gestion du risque, de l'abandon de l'heure facturable, des honoraires qui sont proportionnels au risque plutôt qu'au travail fait. Mais la responsabilité qu'on a, dans chacun de nos actes, on a une responsabilité personnelle, une responsabilité professionnelle. Ça, la machine ne nous l'enlèvera pas, les parajuristes non plus. La délégation, que ce soit envers la machine ou envers les subordonnés, parajuristes, assistants administratifs, enfin, toutes ces personnes-là, ça ne nie pas notre responsabilité. Mais par contre, ça va diminuer notre contrôle. Il y a une réalité à laquelle vous touchez, puis principalement aux États-Unis, on s'est intéressé à cette problématique-là.
Puis je prends l'exemple de la représentation partielle. Parce qu'on est dans un monde absolu, puis on dit quand on représente un client, on le représente de A à Z. Ce que beaucoup d'États ont fait, c'est de permettre ce qu'on appelle le unbundling, donc de dire à un client, moi, je te représente sur tel aspect de ton mandat. That's it, that's all, c'est une petite boîte. Et ce que ça fait, c'est une première brèche dans la notion de responsabilité. Parce que ce que l'on dit en faisant du unbundling, c'est je limite ma responsabilité professionnelle et je la campe quant à cet élément-là. Selon moi, c'est une des choses qu'on va voir arriver ici, comme ailleurs, où on va permettre à l'avocat de limiter sa responsabilité pour offrir à son client un aura de proportionnalité. Parce qu'actuellement, ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est que comme l'avocat est en quête d'absolu, puis que ça va coûter une fortune, puis ça va prendre des semaines faire le travail, le justiciable préfère s'en passer. Est-ce que c'est un résultat qui est préférable à celui de limiter la responsabilité puis de définir le mandat clairement? Je ne le crois pas. Est-ce que le barreau en est convaincu? Peut-être. Est-ce qu'il y a des amendements qui sont requis à la réglementation, aux lois? Peut-être aussi. Ceci étant dit, puis là, je réfléchis à haute voix, je ne me souviens pas d'avoir lu dans notre code de déontologie quoi que ce soit qui nous interdise de limiter notre responsabilité en fonction du mandat qui nous est octroyé par le client. Mais encore une fois, travaillant dans une firme comptable, je ne peux rendre d'avis juridique. Donc, je vous invite à faire la lecture. Mais selon moi, c'est probablement ce qu'on va voir. Je pense qu'on va être à même de limiter notre responsabilité avec le consentement du client, évidemment. Merci beaucoup, Dominique. Alors, je vous inviterai tous à vous diriger vers les prochaines conférences qui vont débuter dans quelques minutes. Alors, merci, Dominique.